Bonjour, je suis le professeur Mohamed Aïs Tiamiri, enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ainsberg. Alors, à présent, nous allons traiter l'augmentation du capital comme source de financement. Alors, dans certains cas, l'autofinancement s'avère insuffisant. Nous avons montré la dernière fois c'est quoi l'autofinancement, quels sont ses composants, ses avantages et ses inconvénients. Alors, pour financer son activité, il s'avère que, dans certains cas, l'autofinancement, il est insuffisant pour couvrir les besoins financiers de l'entreprise. Alors, dans ce cas, l'entreprise peut recourir au financement externe à travers l'apport de capitaux ou encore à travers un emprunt sous forme d'un emprunt bancaire, obligataire ou autre forme d'emprunt que nous allons traiter par la suite. Alors, les apports de capitaux jouent un rôle important dans le sens où ils vont renforcer les fonds propres, c'est-à-dire une augmentation des fonds propres par une augmentation de capital. Alors, ils permettent également d'améliorer l'autonomie financière en raison bien sûr de l'augmentation des fonds propres et d'augmenter également la capacité d'endettement qui constitue à son tour une conséquence directe de l'augmentation des fonds propres par des apports en capitaux. Mais des apports en capital. Alors la différence par rapport à l'autofinancement est que l'apport en capitaux propres prend généralement la forme d'une augmentation de capital. Alors il convient donc d'étudier les formes d'augmentation de capital qui sont principalement en nombre de 4. Alors, il y a d'abord l'augmentation de capital par apport en numéraire. C'est une modalité qui consiste en le versement par les actionnaires ou les associés d'argent liquide au compte de la société, en contrepartie bien sûr d'actions ou de parts sociales. Cette modalité d'augmentation de capital permet à l'entreprise de disposer de liquidités en immédiat pour faire face à ses besoins de financement. Alors, elle permet également d'améliorer la situation financière de l'entreprise en augmentant les fonds propres en même temps qu'une alimentation de la trésorerie. Alors, la deuxième modalité, c'est l'apport en nature, qui consiste à augmenter le capital de la société par apport de biens meubles ou bien de biens immeubles. Alors, c'est une modalité qui permet, à travers les biens apportés, d'améliorer les capacités productives. C'est des apports de biens meubles ou immeubles, c'est des machines, et ainsi de suite, qui vont permettre ainsi à l'entreprise d'augmenter sa capacité à générer des ressources. Elle permet également de renforcer les fonds propres de la société et par conséquent son autonomie financière et sa capacité d'endettement, mais sans apporter malheureusement de liquidité. Le niveau de liquidité ou bien de la trésorerie, il reste inchangé en cas d'un apport en nature. Alors, pour ce qui est de la troisième modalité d'augmentation de capital, n'est autre que l'incorporation des réserves, qui consiste à intégrer, c'est-à-dire incorporer les réserves constituées au capital de l'entreprise. C'est une opération qui n'apporte aucune ressource nouvelle, c'est une simple écriture comptable qui modifie la structure des fonds propres par le débit des comptes de réserve et le crédit du compte capital social. Alors, pourquoi cette opération? Alors, elle vise à rendre définitives les réserves accumulées et éviter leur distribution et puis à renforcer le capital puisqu'il constitue la première garantie aux créanciers. C'est ça l'objectif d'une augmentation de capital par incorporation des réserves. Alors, l'incorporation peut également porter sur le bénéfice, les primes d'émission ou le report à nouveau. Alors, il faut dire également que l'augmentation de capital par incorporation des réserves entraîne une distribution d'actions nouvelles et gratuites aux actionnaires. Alors, dans certains cas, mais rarement, il y a une augmentation de la valeur nominale des anciennes actions. Alors, une autre modalité d'augmentation du capital, aussi importante, il s'agit cette fois-ci de la conversion des dettes et qui consiste à transformer les dettes en actions. Alors, le principe est que le créancier
renonce à sa créance et devient en contrepartie un actionnaire au sein de l'entreprise. Alors, c'est une opération qui donne lieu à une émission de nouvelles actions attribuées au créancier, qui devient un nouveau actionnaire, mais sans apporter de nouvelles ressources. Alors là également, un simple jeu d'écriture comptable. Transformation des dettes en capital. Alors, ces avantages, c'est que il y a une réduction des dettes et le renforcement du capital et par conséquent l'amélioration de la capacité d'endettement. Mais elle conduit à une modification de la structure de l'actionnariat et pose généralement le problème de partage du pouvoir au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle la dilution du pouvoir. Alors, maintenant que nous avons parlé de l'augmentation du capital et des différentes modalités d'augmentation de capital, alors on se pose une question qui est aussi importante. Ça concerne les effets d'une augmentation du capital. Alors, il faut savoir que, à l'exception de l'augmentation de capital par incorporation des réserves qui entraîne la distribution gratuite d'actions nouvelles aux anciens actionnaires, comme on l'a déjà souligné, les autres modalités d'augmentation du capital permettent d'augmenter le niveau des liquidités grâce à un apport en numéraire ou d'obtenir de nouveaux biens meubles ou bien immeubles lorsqu'il s'agit d'une augmentation par rapport en nature, ou encore d'éviter de rembourser une dette et garder ainsi les ressources disponibles pour financer la croissance. C'est le cas, bien sûr, de l'augmentation de capital par conversion des dettes. Alors, un autre effet qui est aussi important d'une opération d'augmentation de capital, c'est que les actionnaires acceptent un partage du pouvoir et des bénéfices futurs avec les nouveaux actionnaires. C'est en fait une nouvelle répartition du capital. Alors, ce phénomène, comment on le qualifie? Alors, tout simplement, c'est la dilution de pouvoir et de bénéfices. Et je m'explique. Alors, pour les actionnaires qui ne souscrivent pas à l'augmentation du capital, ils subissent ce qu'on appelle une dilution de leur pouvoir, puisque la part de ces actionnaires se trouve réduite après l'opération d'augmentation du capital. Donc, c'est ce qu'on appelle une dilution du pouvoir. La deuxième incidence est que l'augmentation de capital donne lieu à une répartition des fonds propres de l'entreprise et également, et évidemment, ses bénéfices sur un nombre plus important de titres, en raison de l'augmentation, bien sûr, du nombre de titres. Et par conséquent, les plus-values par action et le bénéfice par action s'en trouvent également réduits pour les actionnaires qui ne souscrivent pas à cette opération d'augmentation de capital. Et c'est ce qu'on appelle une dilution de richesse ou bien de bénéfice. Alors, comment faire pour éviter ce problème de dilution de pouvoir et de richesse? Alors, tout simplement, l'augmentation de capital, l'opération, elle est faite en application du droit préférentiel de souscription, le DPS. Droit préférentiel de souscription, c'est-à-dire que les anciens actionnaires ont toujours la priorité dans la participation à l'augmentation du capital dans la proportion, bien sûr, des parts qu'ils détiennent. Alors, le droit préférentiel de souscription permet de préserver ces structures de l'actionnariat et la répartition du pouvoir au sein de l'entreprise. Alors, le dernier point à traiter concerne les limites d'une augmentation du capital. Alors, d'un point de vue juridique, toute modification du montant du capital entraîne une modification d'identité juridique de l'entreprise et nécessite bien évidemment d'accomplir pas mal de formalités juridiques multiples. Donc, généralement, l'augmentation elle est assimilée à une nouvelle création et nécessite donc le changement des statuts, donc des statuts modificatifs, l'accomplissement des formalités de déclaration auprès de la CNSS, de la direction des impôts, le tribunal de commerce et ainsi de suite. Alors, d'un point de vue économique, l'augmentation de capital est une opération coûteuse. Elle se traduit en plus des formalités de refonte des statuts et de déclaration par un coût fiscal, notamment le paiement des droits d'enregistrement des timbres, en fonction bien sûr de la nature de l'apport.
Alors, ce sont les deux principales limites d'une opération d'augmentation du capital. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule vidéo et merci encore une fois de votre attention.